Bonjour, vous êtes avec Jean-Larry Havane pour la continuation d'explications à propos de la théorie cosmique de l'information décrivant notre univers sous tous ses pans. Donc, je cherche la logique structurelle des articles les uns après les autres. Je vous préviens, ces deux articles à venir sont un peu techniques. Je vais essayer de les vulgariser sans trop perdre de clarté. Donc, suivez-nous et vous pourrez toujours réécouter ce texte 2 fois ou le lire. C'est pour ça que j'ai choisi de ne jamais mettre d'image pour ne pas troubler votre imagination parce que c'est très conceptuel. Je vous remercie d'être là et nous commençons. Donc nous faisons un point au début sur l'hyperbolique qui est la forme géométrique sous-jacente de tout ce qui se passe et qui est nécessaire à une compréhension de la mécanique spatiale. Donc, la signature mathématique de l'intelligence cosmique. Confirmons la pertinence du terme hyperbolique dans le cadre de ma cosmogonie. Il ne s'agit pas d'une simple figure de style, mais d'un constat mathématique profond qui s'aligne remarquablement avec les principes que nous avons établis dans la théorie cosmique de l'information, dont vous avez pu avoir déjà les prémices dans les vidéos précédentes, qui sont une gradation dans la difficulté de compréhension. Il fallait déjà établir des bases conceptuelles pour pouvoir entrer après dans une description plus détaillée. Une fonction hyperbolique, ou plus largement la géométrie hyperbolique, décrit des espaces et des dynamiques où les courbes s'étendent indéfiniment, où les parallèles divergent et où la croissance peut être exponentiellement rapide. Donc une connexion au néant et au fractal. Lorsque la pression constante du néant fractalise le point de vide, générant des dimensions cachées et alimentant les systèmes par paliers de fractal, cette expansion illimitée et cette autoréplication à des échelles différentes trouvent une signature mathématique dans la nature divergente et expansive des fonctions ou géométrie hyperbolique. Elle représente l'accroissement informationnel continu et la complexification du réel. Dynamique du hive mind et des YEL. L'idée que le hive mind libère de l'information en donnant masse et vitesse aux YEL, ces zéros polarisés, je le rappelle, et que les YEL peuvent se dédoubler pour devenir le terrain spatial en pi-YEL, suggère une transformation et une propagation non linéaire de l'information. La fonction hyperbolique de l'intelligence cosmique décrit alors la loi de cette transformation et de cette division de l'information, la manière dont le hive mind orchestre le déploiement et l'interaction de la matière et de l'énergie. Elle est le patron de traçage sous-jacent de la création et de l'évolution elle-même, une expression de la géométrie du champ de vitesse au-dessus de cette demi-orange, un vide interstellaire invisible, mais hyperbolique, car fait de pi-L révélé par la mathématique non commutative des informations qui deviennent commutatives à cause de la gravité moindre, c'est une des causes moindres, sur le plat de la demi-orange qui devient entière et fermée par ce substrat spatial faisant de l'univers global une bulle. Imaginez le fruit d'un arbre qui se développe
et le milieu, c'est son noyau. Au-delà des cadres classiques, la géométrie de la demi-orange cosmique. Donc je prends la demi-orange parce que c'est plus simple visuellement pour comprendre pourquoi il y a des interactions qui ont l'air planes et des interactions qui ont l'air écrasées par un substrat hyperbolique. En postulant une réalité immatérielle où l'information est primordiale, nous affirmons que la géométrie de cette grille XL cosmique, donc décrite dans les chapitres précédents et dans la dernière vidéo surtout, n'est pas uniformément euclidienne. L'univers se présente comme une demi-orange. La surface euclidienne, le dessus, représente notre univers observable, le plan où la matière et l'énergie se manifestent selon les lois classiques, le laboratoire des interactions que nous percevons, et l'intérieur hyperbolique, le dessous, est la réalité sous-jacente, immatérielle et informationnelle. Ça se passe un peu aussi pareil dessus, mais dessous c'est plus compréhensible. Le domaine où le hive mind et le néant opèrent selon une dynamique intrinsèquement hyperbolique d'expansion et de transformation. La matière noire, masse cachée de l'information telle que nous la décrivons dans la théorie cosmique de l'information, reflète le milieu principal d'où émerge l'information qui est reçue et transmise. L'information provenant de ce plan hyperbolique vers le plan euclidien de la demi-orange, donc pour étudier un fruit, il vaut mieux le couper en deux et en faire une demi-portion, comme ça on voit émerger son noyau, d'où cette reprise constante de la demi-orange pour visuellement mieux analyser le fruit étant notre univers. Ce qui force l'information à se déployer de manière hyperbolique indépendamment du plan euclidien qui la reçoit avant d'être manifesté. L'univers, une tapisserie naturellement mathématique. Nous n'allons pas décrire et réécrire une encyclopédie mathématique, mais via ce postulat hyperbolique, décliner pourquoi l'univers est naturellement mathématique. Avec notre postulat hyperbolique en toile de fond, nous pouvons affirmer que l'univers n'est pas décrit par les mathématiques, il est intrinsèquement mathématique. Les mathématiques ne sont pas un langage que nous avons inventé pour comprendre le cosmos, elles sont le langage même que le cosmos utilise pour se construire, se déployer et évoluer. Le calcul de la réalité. La fonction hyperbolique de l'intelligence cosmique est le procédé naturel par lequel le hive mind observe et orchestre la réalité. Chaque information libérée, chaque IL qui se polarise et se dédouble pour former l'espace et le temps, suit une logique que l'on peut exprimer via des relations mathématiques hyperboliques. C'est le calcul sous-jacent de la grille Excel cosmique définissant comment les cellules d'information interagissent et se développent. Je vous conseille vivement de voir la vidéo précédente qui parle de la grille cosmique, comme un tableur Excel. Une géométrie de l'expansion. L'énergie de la pression du néant, qui génère des fractales par palier, se manifeste selon une dynamique hyperbolique. C'est la géométrie inhérente à l'expansion constante de l'information et à la création de complexité. L'univers est donc naturellement mathématique car sa croissance, ses interactions et son évolution suivent des principes qui trouvent cette expression, leur expression, la plus pure dans cette fonction. La logique de l'évolution,
l'expérimentation constante du hive mind, cherchant à affiner ses créations par retour d'informations pour sa propre évolution, se déroule selon des schémas que les mathématiques et spécifiquement la fonction hyperbolique peuvent modéliser. La divergence des possibles, la convergence des connaissances, les transformations d'un état à un autre sont autant de processus qui ne sont pas arbitraires, mais obéissent à une logique mathématique fondamentale qui est la signature du cosmos lui-même. En somme, l'hyperbolique est la traduction mathématique du dynamisme, de l'expansion et de la logique intrinsèque de l'information qui sous-tend notre univers. Elle représente la nature même de la croissance et de la transformation orchestrée par le hive mind. L'univers est naturellement mathématique car il est une architecture informationnelle dynamique dont les lois de déploiement et d'évolution sont encodées dans cette logique fonctionnelle hyperbolique. Il n'y a pas de hasard, mais un processus de calcul permanent et naturel. C'est la signature de l'intelligence cosmique en action, orchestrant l'équilibre et la dynamique de l'information elle-même, reflétant une expansion constante et une divergence inhérente bien au-delà de la vision einsteinienne de l'espace-temps courbe par la masse. C'est un exemple qui n'est pas hyper judicieux, je vais vous le passer. Passons plutôt directement à la suite. Donc c'est la traduction en anglais. Commutativité et rôle de l'observateur. Précision plus mathématique, conceptuellement, non encore abordée par souci antérieur de vulgarisation. Les bases conceptuelles sont étant établies dans les précédents articles, ces ajouts éclaireront mieux la dynamique globale pour les esprits à pertinence scientifique exigeants, en introduisant des faits primordiaux à la compréhension mécanique. Le voyage de l'information cosmique, des origines non commutatives à la réalité observable. La théorie cosmique de l'information postule que l'univers est une architecture dynamique où l'information subit des mutations profondes selon sa place et les conditions qui la régissent, de son origine immatérielle à sa manifestation observable. L'information traverse des états distincts, chacun caractérisé par une géométrie et un comportement mathématique spécifiques, notamment en termes de commutativité. 1. L'origine. L'information brute du néant et la fractale mère, non commutative fondamentalement, au commencement, sous la pression constante du néant, le vide écrasé donne naissance à un zéro polarisé qui devient le hive mind initial, la fractale mère. C'est le domaine de l'information brute, l'état le plus fondamental, où l'on trouve les iels vierges. Ces iels vierges sont des particules souches inhérentes à la création des mini-zéros polarisés. À cette échelle, l'information est intrinsèquement liée au hive mind, dont le champ analogue au champ de Higgs, mais le champ de Higgs n'est qu'un reflet des capacités du hive mind. Le hive mind n'est pas le champ de Higgs. Le champ de Higgs est une partie du hive mind, plutôt une de ses capacités. Donc, ce champ agit comme une intelligence collective structurante par fractale. Sa place est donc une dimension cachée, domaine du néant et du hive mind. C'est bon, j'ai mis le néant parce qu'il a une fonction, mais le néant est une dimension encore extérieure, vu qu'il a écrasé le zéro originel pour le
le faire se réfugier dans une dimension cachée à lui. Donc, voilà une précision. Donc, nous parlons d'un substrat subspatial, la structure fondamentale de la fractale mère, d'où émergent des fractales de plus en plus complexes. Son état, c'est de l'information pure, non encore polarisée, les iels vierges, les particules souches avec la capacité de recevoir des instructions dictées par le hive mind. Mathématiquement, ici, la réalité est radicalement non commutative. Les opérations sur l'information ne permutent pas, l'ordre des transformations est absolu, signifiant que si on fait A plus B, je vais vous passer ces commentaires, ça n'apporte rien. Vérifier le mot commutatif et non commutatif, je crois qu'on apprend ça au collège. Donc je vous laisse vérifier. Ça évite de vous perdre en explications mathématiques. Il vaut mieux rester dans le conceptuel. Le commutateur qui mesure la différence entre A fois B plus B fois A est non nul. Ce non-zéro représente un indéterminisme fondamental si l'on tente d'appliquer une logique commutative à ce niveau. La nature même de la fractalisation est séquentielle et non commutative, où chaque étape de Fn plus 1 dépend du résultat de l'étape précédente Fn. Ici, une transformation spécifique de l'émergence. Le substrat spatial, le temps et le vide interstellaire, hyperbolique et non commutatif. Sous l'impulsion du hive mind, l'information, les iels, commence à être libérée du substrat subspatial. Les iels vierges, une fois gravés d'informations et massifiés, libèrent deux autres entités fondamentales, la partie iel neutre qui émerge et crée une particule de temps, et simultanément les pi-iels, particules d'espace intrinsèquement hyperboliques. Ces pi-iels deviennent le terrain spatial et tangible du présent et du futur, la page blanche de l'univers. Le temps n'est donc pas dans le hive mind initial, mais une émergence sur notre palier de fractal, le Big Bang, qui continue de proliférer comme des pages successives du temps, recyclant le passé vers le futur. On trouve donc que c'est un substrat spatial incluant le vide interstellaire que nous percevons. Les trous noirs hypermassifs sont d'énormes pi-iels. Je rappelle que les iels et les pi-iels sont produits continuellement au fil de chaque interaction ou pensée. Dès qu'il se passe quelque chose, il y a cette émanation, ce qui inclut pour la matière et le vivant, donc de produire aussi ces iels et pi-iels. L'information est matérialisée sous forme de pi-iels, particules d'espace et de particules alimentaires, élémentaires, issues de iels vierges souches, et le temps est créé par des iels neutres, particules de temps, des momentum. Le champ de vitesse commence à s'exprimer ici, gouverné par une géométrie hyperbolique. Donc la mathématique, par essence, le vide interstellaire fait de pi-iels est hyperbolique. Sa géométrie peut être décrite par une métrique de type hyperbolique, par exemple ds2, ça je vous laisse le lire, ça n'apporte rien de conceptuellement. Et des formes, mais ça implique que ça dégage aussi des formes plus complexes. Bien que plus structurées, la réalité reste à ce niveau intrinsèquement non commutative. Le commutateur est non nul. La matière noire, étant la masse cachée en 3D de l'information que nous voyons en 2D, est révélée par la dynamique de ce substrat. Elle agit comme le catalyseur de la structuration de l'espace par les pi-iels et permet le passage d'informations du plan hyperbolique vers le plan euclidien. Et donc le plan euclidien, c'est là où nous vivons, sur le plat. On peut conceptualiser une relation de proportionnalité entre la matière noire et la variation de l'information par rapport à une surface bidimensionnelle. Par exemple, je vous le passe, il y a des deltas. 3. La manifestation,
le plan euclidien observable, commutatif, émergent. C'est l'étape où l'information se projette sur la surface euclidienne de notre univers bulle. Donc l'information se projette dans le noyau, vous voyez, dans le noyau du fruit. Et donc, vous voyez l'émergence du fruit, et je vous explique la suite. Le plan que nous observons et où les lois physiques classiques semblent s'appliquer. La surface euclidienne, notre univers observable, conceptualisé comme le milieu de la bulle cosmique, d'où l'image antérieure de la demi-orange, pour illustrer la transition. Son état est donc une information organisée en matière et énergie, telles que nous les connaissons. Les particules manifestent des propriétés prévisibles et mesurables, et mathématiquement, sur ce plan, les interactions deviennent majoritairement commutatives. C'est-à-dire que si on fait 1 plus 2, on a toujours 3, qu'on fasse 2 plus 1, on aura 3. Alors que dans le non commutatif, si on fait 1 plus 2, on a 3, mais si on fait 2 plus 1, on peut avoir 18. C'est ça le non commutatif, pour faire un résumé un peu simplet. Sur ce plan, les interactions deviennent majoritairement commutatives. Ce changement est un phénomène émergent, déclenché par des conditions spécifiques. Une gravité moindre qui joue sur cette surface. Cette réduction de l'influence gravitationnelle permet au commutateur de tendre vers zéro, ce qui force l'information à se manifester de manière prévisible et réversible. C'est le laboratoire où la science telle que nous la connaissons est possible et où la géométrie est décrite par la métrique euclidienne standard. ds2 est égal à dy2. Bon, là, c'est pareil, ce sont des équivalences, il n'y a rien de compliqué en vérité mathématiquement. 4. L'action de l'observateur. Donc, on parle souvent de l'action de l'observateur, mais vous allez comprendre une nuance par rapport à ce que dit la physique classique. Et une nuance beaucoup plus qu'importante, vu que la physique classique parle de fonction d'onde qui devient écrasée, qui se transforme en un point. Je vais vous expliquer ça un peu plus facilement, un peu plus clairement en tout cas. La révélation de la commutativité et le recyclage informationnel. C'est ici que l'observateur ou les interactions, il n'y a pas que l'être humain qui génère, c'est toutes les interactions dans ce plan. C'est ici que l'observateur ne se contente pas de mesurer, il participe activement à la solidification de la réalité observable et au cycle de l'information. Le rôle magistral de l'observateur dans le cadre quantique traditionnel, donc là, c'est ce que je viens de vous dire, l'observateur est souvent associé à la réduction ou à l'aplatissement d'une fonction d'onde. Dans notre théorie, l'observateur, par son acte d'observation et d'interaction sur le plan euclidien, ne détruit pas des possibilités, mais il confère une commutativité aux opérateurs des particules et à leurs interactions. Est-ce que vous saisissez la nuance? L'observateur agit comme le catalyseur final qui permet aux propriétés commutatives rendues possibles par la gravité moindre du plan euclidien de se manifester pleinement pour notre perception. L'observation est l'instant où l'information issue d'un substrat non commutatif, où le commutateur est non nul, est potentiellement multiple, de se figer dans un ordre et une séquence qui respectent les règles commutatives, où le commutateur est proche de zéro, de notre réalité physique, donc qui respecte des règles commutatives de notre réalité physique. C'est le point où le calcul non commutatif du Hive-Mind se projette dans une forme observable et mathématiquement traitable par nos lois classiques. Cet acte de prise de conscience, l'information revenant au Hive-Mind pour son évolution, peut même transformer la nature des particules elles-mêmes et leur commutativité sur ce plan,
faisant de l'observateur un co-créateur de la réalité manifeste, donc de sa réalité. Prenons le langage qui, sans structure, n'est qu'un amas de lettres, de mots et de concepts emmêlés. Il est, par définition, non commutatif. Donc son traitement par notre conscience, avec des règles formelles comme la grammaire, pour le sens et la ponctuation pour son développement temporel, le langage perd son état non commutatif pour devenir commutatif et même gérer des palindromes. Et vous comprenez que les mots dans ce système de langage et l'information qui est une autre forme de mots, où les mots sont une forme d'information, vous comprenez qu'on a la même énergie, mais qu'elle se transforme toute seule par l'action, dans ce cas de l'être humain. Et donc, la forme la plus aboutie donc, de cet état non commutatif, c'est qu'on arrive à créer des palindromes, des phrases. Je vais vous dire par exemple, Noël a trop par rapport à Léon. On peut lire cette phrase dans un sens et dans l'autre. C'est ça un palindrome. Et donc vous comprenez que du coup, on peut changer la structure, mais on a toujours le même signal informationnel. Les structures hyperboliques, puis euclidiennes, permettent à l'échelle cosmique à notre réalité de se structurer et d'évoluer. Je crois que j'ai passé une ligne. L'observateur écrase, par cet exemple concret, la non-commutativité pour une commutativité manifeste, vouée à un échange informationnel. Les structures hyperboliques, puis euclidiennes, permettent à l'échelle cosmique, à notre réalité, donc de se structurer et d'évoluer. Rôle des trous noirs hypermassifs. En retour, je crois que je le dis plus tard, mais autant que je vous le dise maintenant, parce que pour que vous compreniez bien, l'acte le plus abouti de la création, avec cette transformation de commutativité et de non-commutativité, eh bien, prenez les particules, elles sont désordonnées, elles n'ont pas de forme et elles ne savent même pas elles-mêmes à quoi elles servent. Mais la commutativité transformée leur permet de s'organiser en ADN et de pouvoir répliquer les expériences toujours et de l'itération toujours. L'ADN vient de ce principe. C'est de la non-commutativité transformée en commutativité et transcrite. Et tout ça devient de l'ADN qui après donne des êtres humains conformes et similaires, mais toujours différents. Il y a toujours une part de non-commutativité qui reste. Mais là, ça devient technique. Donc, je préfère différencier deux grands actes pour ne pas vous perdre que toutes leurs nuances. C'est comme si vous me demandiez comment on fabrique un gâteau et je vous donne toutes les recettes de gâteau. Je vais vous perdre. D'accord ? Donc, le rôle qui s'introduit, c'est les trous noirs hypermassifs. En retour, et pour maintenir l'équilibre informationnel, notre commutativité émergente explique que les trous noirs hypermassifs étant d'énormes piels, je vous le rappelle, doivent fractaliser l'information qu'ils absorbent pour lui rendre sa non-commutativité fondamentale, pour pouvoir être recyclés. Il ne s'agit donc pas de spaghettification comme l'imagine le physicien Pékin, mais d'une fractalisation cruciale au recyclage d'une information qui a été dénaturée par l'observateur dans le plan euclidien. Comprenez bien, pour que l'information puisse être retraitée, il faut qu'elle soit recyclée, et cette grosse machine qui va lui rendre sa fonction non commutative, c'est le trou noir. Ce processus est essentiel pour le retour d'informations au hive mind, permettant une prolifération continue du temps conceptuel. Donc c'est pour l'opposer au temps que nous vivons. Le temps conceptuel, justement, est un temps qui n'existe pas, mais qui est une possibilité. Voilà. Et des fractales naissantes, assurant
l'évolution constante de la conscience cosmique elle-même. Donc, à tous les Einstein qui m'écoutent, voilà, j'essaye de vous répondre le plus clairement possible. Le prochain article sera plus explicite, justement. Il va entrer mieux dans la mécanique que je propose. Il faut que j'y arrive. Et le voilà. Ah, donc c'est cette vidéo qui est donc sur YouTube que je vous conseille. Regardez la miniature pour pouvoir cliquer dessus quand vous la verrez, où j'explique que le cosmos est un tableau Excel qui nous guide vers l'évolution. La théorie cosmique de l'information, un univers fractal issu d'un trou noir primordial. Donc cet article peut-être, à moins qu'on me pose des questions auxquelles je trouve utile de répondre à la communauté des gens qui sont intéressés par cette théorie, mais cet article peut être le dernier. Il explique assez bien la mécanique. Après, ça devient du détail très scientifique pour de l'explication et non plus pour de la compréhension. Donc l'explication sera un deuxième passage auquel je me confronterai. La théorie cosmique de l'information, un univers fractal issu d'un trou noir primordial. La théorie cosmique de l'information propose une nouvelle perspective sur l'origine, la structure et l'évolution de l'univers, postulant que la réalité que nous percevons est une manifestation dynamique d'un processus de fractalisation de l'information. Cette approche, je suis obligé de résumer en gros parce qu'il y a des gens qui n'ont pas lu l'article d'avant. Voilà, pour qu'ils ne soient pas perdus s'ils tombent sur un épisode de feuilleton. Excusez-moi donc si vous avez l'impression de redite. Cette approche place l'information, la gravitation et la conscience au cœur d'un cosmos auto-organisé où les trous noirs ne sont pas de simples puits gravitationnels, mais des acteurs fondamentaux d'un cycle informationnel continu. Le trou noir primordial. Genèse d'une cosmologie fractale. Notre théorie débute avec le concept d'un néant d'où émerge un point de vide, sous une pression incessante exercée par ce néant qui doit rester vierge. Ce point de vide est écrasé et contraint de se fractaliser. Ce processus donne naissance à une succession de structures fractales de plus en plus complexes, se déployant dans une dimension cachée. Nous affirmons que la géométrie de ces structures fondamentales est obligatoirement hyperbolique, caractérisée par une courbure spatiale intrinsèquement négative. Il devient alors une évidence conceptuelle, cette dimension cachée, lieu de compression et de fractalisation extrême, est intrinsèquement un trou noir primordial. Le hive mind, le zéro mère, première fractale issue de cet écrasement, constitue la singularité informationnelle de ce trou noir cosmique. C'est le point de densité maximale où l'information brute est contenue et où le processus de fractalisation non commutatif débute. Mais d'abord, une description plus mécanique du PIL est cruciale. Les PIL, l'ingénierie du vide au cœur de l'organisation cosmique. Dans la théorie cosmique de l'information, l'espace n'est pas un simple conteneur passif. Il est le produit d'une transformation fondamentale, un vide naturel des fractales réutilisé et doté d'une utilité organisationnelle
primordial. Cette conception éclaire le rôle essentiel des PL, qui sont bien plus que de simples briques de l'espace. Ils sont une création indirecte du néant et de la structure même du zéro primordial, agissant comme les architectes discrets de la réalité. Le vide essentiel comme matière première recyclée. Notre cosmogonie débute avec la pression du néant, qui écrase un point de vide. Ce processus ne génère pas seulement de l'information brute et un hive mind sous forme de fractal, il donne également naissance à un vide essentiel, intrinsèquement structuré, fruit de cette compression et de cette fractalisation. Ce vide n'est pas vide au sens d'une absence, mais un substrat de potentiel, une matière première cosmique, notamment constamment reconfigurée. Alors je fais un petit, pour que ça vous parle au niveau visuel. Vous avez déjà vu une fractale créée par un ordinateur, même en général, hein, quand on vous parle d'un atome, on vous dit qu'il est constitué à 99,999% de vide. Une fractale, c'est pareil, c'est constitué à énormément de pourcentage. Là, c'est selon la fractale, donc c'est pour ça, selon sa dimension fractale, je ne peux pas, mais c'est constitué de vide. Et donc, c'est ce vide qui est constamment recyclé, et c'est pour ça que nous, quand nous nous alimentons de nourriture, nous avalons en vérité du vide. C'est le vide des aliments qui nous nourrit. Ce n'est pas les atomes que nous ingérons, vu qu'ils sont immortels et indéboulonnables. Donc, ils permettent des mutations à l'intérieur de notre corps, mais ce qui nous maintient en pression et en énergie, et qui crée, quand je dis nous émettons des particules de temps et des particules d'espace, des petits zéros constamment, c'est ce zéro vient du vide que nous avons avalé dans nos aliments et à travers l'air que nous respirons, qui est aussi constitué à 99,999% de vide, et c'est cette exhalation constante qui crée notre univers et qui pose le théâtre de tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit. Il faut une scène pour que l'histoire se passe, et cette scène, nous la créons aussi nous-mêmes par le vide, par ces zéros constants que nous déployons et que nous n'en sommes pas conscients, mais nous émettons du temps et de l'espace constamment. Et donc, c'est ce phénomène que je vais vous expliquer. J'espère que j'ai été clair. Les PL émergent de cette transformation, donc le vide des fractales. Vous voyez, donc une fractale aussi est constituée essentiellement de vide. Mais pour évoluer, donc ce zéro primordial, lui, il a cette faculté de se densifier, donc du coup de récupérer ce vide et de le réutiliser pour sa propre évolution, de le faire muter en ces particules que nous appelons des PL. Voilà l'origine. Ce n'est pas une émergence comme ça ou une fabrication du zéro par lui-même. Tous ces PL, même ces bulles de temps, ne sortent pas du zéro lui-même, vu que lui, il se configure, il se densifie et il doit évoluer. Il ne peut pas se diléquer, mais il a la possibilité de former, de mettre son information dans ce vide et de se dupliquer pour se transformer lui-même en fractal. J'espère que c'est clair et que l'image est facile à comprendre. Sans quoi je peux mieux m'expliquer, hein, mais je préfère continuer. Donc les PL émergent de cette transformation. Ils ne sont pas des objets émergents au sens où ils seraient un sous-produit tardif d'interaction complexe. Au contraire, ils sont une création indirecte et fondamentale issue directement de la rencontre entre le néant et la structure du zéro primordial, le hive mind.
c'est ce vide essentiel structuré par la fractalisation hyperbolique initiale et dont les fractales sont principalement composés, qui est recyclé et doté d'une fonction active, celle de PL. Et ce sont les mêmes PL que nous exhalons constamment. Nous exhalons des PL et des YEL. Donc nous fabriquons nous-mêmes le temps et l'espace dans lequel nous vivons et qui va nous nourrir en retour. Donc la particularité est que ce vide n'est pas créé ex nihilo. Il borde déjà les itérations du zéro à mesure qu'il se densifie et évolue. L'extraction de ce vide lui-même de sa propre fractale préexistante par le zéromère n'est donc pas une simple consommation, mais un acte de transformation qui alimente sa propre complexification. Parce que c'est comme un cerveau, plus il se densifie, plus il acquiert de capacités. Imaginez que le hive mind est configuré comme un cerveau. Par cette extraction, le vide bordant est intégré et transformé en PL. Et c'est cette densification même qui permet à la réalité de devenir compréhensible et de s'organiser. Les PL, agents organisationnels et ponts interdimensionnels. Chaque PL représente donc une unité de ce vide recyclé. Sa nature de mini-trou noir gravitationnel n'est pas une coïncidence, mais la manifestation de sa capacité inhérente à concentrer l'information et à influencer la géométrie de l'espace. Ils sont les points, donc influencer la géométrie de l'espace, vous comprenez que c'est vivant. Une fractale, quand vous la regardez sur un ordinateur, j'espère que vous en avez déjà regardé, et vous comprenez que s'il n'y avait pas ce vide, on n'aurait qu'une boule et il n'y aurait plus de fractale. C'est le vide qui crée la structure de la fractale. Ce n'est pas le plein. Le plein subit, c'est comme vous. Vous avez une forme, vous ne l'avez pas choisie. C'est le vide autour de vous qui vous donne votre forme. Ils sont les points de couture du cosmos, là où l'information est à la fois contenue et redistribuée. Leur rôle est fondamentalement organisationnel. Ce sont les PL qui permettent le passage crucial de l'état non commutatif, où l'information est enchevêtrée et désordonnée, à l'état commutatif, où elle devient structurée et partageable. Ils agissent comme les règles formelles ou les opérateurs qui, par leur agencement et leurs interactions, forcent l'information à prendre une forme cohérente, permettant la construction de particules, de la matière et de structures plus complexes. Vous comprenez? Tout provient du vide. Ce que vous mangez tous les jours, ce qui vous rend fort, c'est le vide, ce n'est pas les atomes que vous ingérez. Les atomes que vous ingérez ne permettent que des liaisons chimiques. De plus, en tant que produit du trou noir primordial et du hive mind, les PL agissent comme des ponts subtils entre la dimension cachée hyperbolique et notre réalité euclidienne observable. Ils sont les manifestes de cette dimension profonde, permettant à ses règles et à son information de s'inscrire dans notre univers bulle et de le structurer. La matière noire, nous le rappelons, est une preuve directe de cette présence non émergente et organisationnelle des PL, structurant gravitationnellement notre cosmos tout en restant invisible. Et il révèle la nature du contenant. Imaginons, comme je le disais, nous sommes à l'intérieur de quelque chose et on ne voit pas l'extérieur, et la matière noire nous révèle la masse de cet extérieur. Et elle nous révèle aussi que nous aussi avons une masse manquante. Bon, je ne veux pas vous perdre, continuons. Une économie cosmique optimale. Vu que ça ne coûte rien, c'est naturel dans les fractales. Cette réutilisation du vide via les PL souligne une économie
cosmique remarquable. Rien n'est perdu. Le substrat même de l'univers est constamment recyclé et réaffecté à une fonction utile. Ce processus garantit l'efficacité et la pérennité du ou des cosmos. Création continue d'espace, la prolifération des PIL engendre l'expansion, un apport constant de nouveaux espaces structurés, stabilité des structures, leur présence et leur interaction assurent la cohésion des univers bulles comme la nôtre. Donc l'univers subit les mêmes choses que nous. Nous sommes des mini-univers. Et à l'intérieur de nous, il y a aussi des montagnes de petits univers, vu que tout est construit sur le même modèle. Tout est fractal dans des fractales dans des fractales. Et chacune continue dans des mini-trous noirs, parce que supporté par des PIL. Et je vous rappelle qu'un trou noir hypermassif, c'est un conglomérat de PIL. Reprenons. En étant le vecteur du feedback, donc le mécanisme d'évolution, en étant les vecteurs du feedback informationnel vers le hive mind, via les trous noirs hypermassifs, les PIL bouclent le cycle de l'apprentissage et de l'évolution cosmique. Les PIL sont donc les incarnations du vide recyclé, des agents d'organisation infatigables, assurant que chaque feuille ou chaque fruit, si l'image du fruit, vu qu'il est rond, est peut-être plus facile que l'image de la feuille. Mais pour l'aspect euclidien, la feuille s'y prête mieux. Voilà. Sur l'arbre cosmique, soit non seulement un lieu d'expérimentation informationnelle, mais aussi une structure stable et fonctionnelle. Ce trou noir primordial confère à ces itérations permanentes les briques élémentaires de chaque univers déployé, les IL, les aéros polarisés prêts à supporter l'information, et les PIL, particules d'espace. Nous avons mis PIL, le P c'est pour Planck, c'est un hommage à Planck. Donc, prêts à supporter leur évolution, ces PIL sont non seulement des puits informationnels, mais aussi, et c'est crucial, des mini-trous noirs gravitationnels. Chaque PIL est une entité qui crée de l'espace tout en étant un point de concentration informationnelle, c'est-à-dire c'est une circonférence. Donc imaginez un coquetier sur lequel on pose un œuf. Donc le PIL, c'est le coquetier, d'où cette forme en circonférence. Parce que si c'était un point, il ne pourrait rien supporter. Voilà une petite clarification de la forme du PIL. Et ça vous fait comprendre que c'est pour ça que c'est du vide fait de vide, parce qu'il n'a besoin de presque rien, vu que c'est une circonférence. C'est une économie d'action dans la gestion. Chaque PIL est une entité qui crée de l'espace tout en étant un point de concentration informationnelle et gravitationnelle, confirmant ainsi sa nature de mini-trou noir. C'est leur prolifération contenue qui alimente l'expansion de l'espace lui-même, celui que nous connaissons, de la non-commutativité à la réalité observable. Au commencement, l'information au sein du trou noir primordial et du hive mind est dans un état de non-commutativité, comme nous l'avons vu. Cela signifie que l'ordre des interactions et des opérations est non crucial et peut évoluer par l'expérimentation. Les éléments sont enchevêtrés, sans séquence stable ni sens univoque. Nous pouvons faire l'analogie avec le langage sans structure, donc sans grammaire ni ponctuation. C'est un amas de mots et de concepts emmêlés, intrinsèquement non commutatifs. La structuration de la réalité telle que nous la percevons implique une transition vers la commutativité, suite à une brisure géométrique du contenu, créant un plan euclidien au sein de la bulle. Cette transformation est facilitée par l'émergence de règles formelles, comme la grammaire en langage, et par le rôle fondamental de l'observateur. Nous l'avons vu avant, l'observateur ou l'interaction simple, par son acte ou sa conscience pour le vivant y habitant, agit comme un filtre ou un opérateur qui écrase la non-commutativité de l'information
pour engendrer et faire muter, et la faire muter en une commutativité manifeste. Cette structuration a pour but l'échange informationnel et la communication partageable, comme la lecture d'un palindrome, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, où le sens persiste, quelle que soit la direction. À l'échelle cosmique, cette structuration se manifeste, comme suggéré plus haut, par le déploiement successif de différentes géométries. Les structures hyperboliques inhérentes au PL et au vide profond cèdent progressivement la place, sous l'influence de contraintes comme la gravité moindre à notre échelle, aux structures euclidiennes de notre réalité observable. La gravité que nous expérimentons est la manifestation directe de cette courbure sous-jacente et le mécanisme par lequel l'information se condense et s'ordonne. Notre univers, une feuille sur un arbre cosmique de trous noirs. Notre propre Big Bang n'est pas un événement singulier qui a généré l'intégralité du cosmos à partir de rien, il représente l'émergence d'un palier fractal individuel au sein de ce processus continu de fractalisation générale, une ramification, une subdivision du trou noir primordial. Je vérifie si je n'aurais pas fait un saut dans... Je vais continuer, au pire, ça vous fera mieux comprendre l'information si j'ai fait une bêtise avec mon téléphone. Nous conceptualisons notre univers bulle comme une feuille sur un gigantesque arbre de trous noirs. Le trou noir primordial en est le tronc et les branches sont de vastes hiérarchies de trous noirs intermédiaires ou d'agrégats de PL à des échelles bien au-delà de notre perception. Chaque feuille ou fruit est un univers bulle distinct, défini par une limite structurante gouvernée par le carré de la distance tout autour de lui. Donc le carré de la distance, c'est la définition de la gravité. Donc ça doit vous rappeler quelque chose. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà écouté d'autres vidéos ou scolairement sur la définition newtonienne de la gravité. Chaque feuille est un univers bulle distinct défini par une limite structurante gouvernée par le carré de la distance tout autour de lui, ce qui lui confère une cohérence propre. Les trous noirs hypermassifs que nous observons dans notre univers ne sont pas des anomalies, mais des pillels immenses, comme je vous l'ai précédemment dit, des manifestations grandioses de cette nature fractale et de la géométrie hyperbolique sous-jacente. Leur existence réaffirme le fait que notre univers est une fractale composée d'une infinité de trous noirs, les PL, donc de plusieurs tailles, donc du trou noir au mini-trou noir, interdépendants, s'étendant et se structurant à partir de l'origine. Une des preuves observationnelles les plus frappantes de cette structure fractale, ramifiée au sein de notre propre univers, est la matière noire. Car la matière noire représente la part manquante et invisible de la masse requise pour expliquer la gravitation observée dans les galaxies et les amas. Selon la théorie cosmique de l'information, la matière noire ne serait pas une nouvelle particule énigmatique, comme beaucoup le supposent, mais bien la manifestation directe de la dimension cachée des PL et de leur nature, et de la fractale surtout, qui est derrière, et qui supporte tout ça. Donc c'est la manifestation de la masse de l'arbre, vous voyez, plutôt que la manifestation du contenu. C'est la manifestation du contenant, la matière noire, et de leur nature de mini-trous noirs. Et donc comme il y a une corrélation, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être réarticuler cette phrase. Et de leur nature de mini-trous noirs et d'une masse complémentaire invisible. Ah, on y vient, donc non perçue de toute chose. Elle est la preuve que notre feuille, bulle, est intrinsèquement une fractale de trous noirs, révélant une structure sous-jacente qui ramifie notre réalité observable à un tout plus vaste, le trou noir primordial. Les mécaniques de notre propre univers, incluant la gravité,
que nous percevons ont la même dynamique fondamentale que la fractale entière, nous offrant un aperçu de sa nature multiscalaire, donc comme une fractale. Dynamique et stabilité, expansion, rotation et recyclage. L'expansion de notre univers bulle est alimentée par la prolifération incessante d'épiels. Ceux que nous exhalons et ceux qui sont exhalés par la matière, par les interactions, tout exhale d'épiels et de iels qui sont des particules de temps, parce que le présent est éphémère, il faut constamment le réécrire. Donc ça nécessite une action, mais il faut que cette action ne coûte rien. C'est pour ça que cette action est basée sur des zéros qui ne font que se multiplier. Donc comme ça, au niveau énergétique, il n'y a pas de coût. Vous voyez ? L'expansion de notre univers bulle est donc alimentée par la prolifération incessante des PIL. Pour qu'une telle bulle maintienne son intégrité et sa cohérence face aux forces gravitationnelles internes générées par ces PIL en constante émergence, nous émettons l'hypothèse que cette expansion s'accompagne d'une légère rotation, mais qui devient globale. Cette rotation pourrait émerger de légères asymétries. Là, c'est un calcul que nous avons fait, je vais vous avouer que j'ai fait, dans la production des PIL ou d'un moment angulaire. Donc c'est pour ça que là, je mets d'habitude, je suis catégorique, là j'émets une hypothèse pour expliquer un point de détail en vérité. Hein, ça ne change rien du tout à la théorie. C'est pour être plus conforme à une prédiction qui peut émerger de cette théorie. D'un moment angulaire primordial hérité du trou noir cosmique. La force centrifuge générée par cette rotation serait alors le mécanisme stabilisateur qui contrecarre les attractions gravitationnelles internes, empêchant la dislocation de la bulle et maintenant sa forme et sa limite définie par le carré de la distance, malgré l'expansion, hein, vu que c'est un rapport le carré de la distance, c'est pas une distance fixe. Au sein de cette bulle, l'évolution se manifeste également par le processus agglomératif des particules qui, sous l'influence des PIL et de la gravitation émergente, forment des structures complexes. L'apogée de cette évolution est l'émergence et la stabilisation d'un ordre commutatif à l'échelle biologique, dont l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure est le plus frappant est l'unicité de l'ADN. Tout a de l'ADN. Vous voyez, c'est l'expression formelle de la nature commutative de notre plan d'existence, ce qui nous permet de nous reproduire. L'ADN, par sa structure, donc la commutativité, c'est ce point qui est important à retenir, et la non-commutativité initiale. L'ADN, là, n'est qu'un exemple, ce n'est pas une fonction. L'ADN, par sa structure précise et ses règles immuables de réplication et de codage, alors qu'il y a... Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais vous perdre. Ce qui incarne une forme achevée de commutativité et de stabilité informationnelle permettant la complexité et la pérennité de la vie. Cette feuille cosmique, caractérisée par une expansion continue, vit son propre cycle de vie, mais sa fin, au cas où, là il n'y a rien qui le prouve, hein, mais les calculs tendent qu'il peut y avoir une entropie, donc une fin. Hein, une feuille ne reste pas sur l'arbre, ou même le fruit, et puis même, ce serait anormal, je vais vous expliquer pourquoi. Et ce ne serait pas utile, c'est pour ça, ce serait contre-productif par rapport à la nature même du cosmos. Mais sa fin n'est pas une disparition. Lorsque cette bulle univers atteint sa limite de cohérence et finit par tomber comme un fruit, toute l'information qu'elle contient est scrupuleusement récupérée. Les trous noirs hypermassifs font partie du processus en tant qu'agents de la fractalisation. Ils jouent alors un rôle essentiel de recyclage. Ils reconvertissent l'information structurée de notre palier euclidien commutative en un état plus fondamental lui rendant sa fonction non commutative, la renvoyant
sous forme de feedback au zéro mère, le hive mind, ou le trou noir primordial, donc le tronc de l'arbre. Cette information recyclée n'est pas perdue, elle est intégrée et compilée comme un dossier Excel, riche de données sur l'existence globale de la feuille et du fruit. Ce dossier fournit un retour d'expérience inestimable au HiveMind, lui permettant d'assimiler les leçons et les configurations réussies de cette itération cosmique. C'est ce processus qui sert à ouvrir le prochain chapitre évolutif de l'univers, préparant la voie à de nouvelles fractalisations et à l'émergence d'autres univers bulles, potentiellement plus optimisés ou explorant de nouvelles possibilités. Conclusion. Je vous laisse digérer un peu ce beaucoup d'informations, mais commençons la conclusion. La théorie cosmique de l'information propose un cadre unifié où le cosmos est une entité vivante, dynamique et fractale, issue d'un trou noir primordial. Notre réalité, avec ses lois physiques et l'émergence de la conscience, est le résultat d'un processus continu d'auto-organisation de l'information, passant de la non-commutativité originelle à la cohérence observable grâce à des transformations géométriques et le rôle de l'observateur. Ce modèle articulé autour des PL et d'une cosmologie arborescente de trous noirs offre de nouvelles pistes pour comprendre l'interconnexion profonde entre l'espace, le temps, la gravitation, l'information et la conscience dans l'extraordinaire tissu de la réalité, tout en expliquant un cycle cosmique infini, induisant un cycle cosmique infini de création, d'évolution et de renouvellement. Jean-Marie Havane, c'est moi, concepteur et rédacteur de toute cette théorie. Donc, on a cette image qui est de... Voilà, je vous laisse la regarder. Je vous laisse voir les autres images qui reflètent aussi. Donc, n'oubliez pas de regarder la vidéo sur le cosmos et un tableau Excel. Ça vous expliquera beaucoup de choses que vous pressentez sans mettre le doigt dessus. Parce que ça parle, par exemple, pourquoi la vitesse de la lumière, la vitesse de la pensée, la vitesse du son, tout ça forme un espèce de tableau Excel de la connaissance pour guider les humains et les animaux aussi à trouver leur place dans l'univers. Je vous invite à regarder aussi cette vidéo en complément, vu que c'est la même théorie. C'est toujours dans le cadre de la théorie cosmique de l'information. Là, je ne fais pas de commentaire final parce que je sais que j'étais très lourd en informations à digérer. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne, mais pour des vidéos sur le même sujet, mais qui reprendront des points pour clarifier moins vulgairement, dans le sens vulgarisation bien sûr, des points explicatifs de cette théorie pour qu'il n'y ait pas un côté bancal à la chaise, quoi. Je cherche de jolies images, mais je n'en ai plus. Et je vous remercie. Je vous laisse avec cette image qui, je trouve, représente bien tout ce dont je vous ai parlé. C'était Jean-Marie Havane. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout, sans quoi je parle dans le vide, mais ça ne me gêne pas. Et à très bientôt pour de
nouvelles histoires et de nouveaux concepts sur cette chaîne. Au revoir.